Bonjour, alors je suis Max Meulemans. Aujourd'hui, j'exerce le métier de coach depuis 30 ans à peu près, pour arrondir. Et au départ, j'ai une formation d'ingénieur chimiste. Il se fait que dans mon parcours de vie, je suis devenu père et que mon premier enfant est né avec un handicap et que ça a complètement bouleversé notre vie. Et en parlant de transition professionnelle, je pense que j'ai vécu une transition professionnelle assez importante parce que je travaillais dans l'industrie chimique chez Petrofina en Belgique et en un an, je suis passé de chimiste à éducateur et ensuite coach, donc vraiment, on va dire, dans une dynamique de reconversion professionnelle. Je pense qu'il est quand même utile de rappeler que le coaching est un métier et qui parle de métier parle de compétences. Donc il est important au départ de développer des compétences qui permettent d'exercer ce métier. Aujourd'hui, nous utilisons un référentiel qui est admis au niveau international et qui représente finalement les compétences telles que différentes fédérations de coaching les décrivent. Donc une carrière de coach commence par une formation de coaching afin de pouvoir avoir une vision claire de quelles sont les compétences utiles et nécessaires pour pouvoir exercer ce métier. Ensuite, l'idée c'est d'avoir une cible, à savoir ce métier, dans quel contexte est-ce que je souhaite l'exercer. Est-ce que je souhaite exercer le métier de coach dans le contexte de l'entreprise, des organisations? Est-ce que j'ai envie d'exercer ce métier dans le cadre du coaching privé, ce qu'on appelle le life coaching, ou encore dans un autre contexte, par exemple le coaching scolaire. Donc, il est important d'avoir une idée, une cible. Une fois que nous avons identifié quelle est la cible dans laquelle nous souhaitons exercer ce métier, il y a une démarche de visibilité à mettre en place, c'est-à-dire à faire savoir votre savoir-faire et votre savoir-être pour permettre à de potentiels clients de faire appel à vous par rapport à des objectifs ou des projets que ces personnes souhaitent atteindre. Alors, ce qui est intéressant, puisque au niveau de l'école, nous avons fait des statistiques, l'école existe depuis 16 ans, et on peut dire que globalement, nous avons la moitié des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui entament cette formation au travers d'une motivation de changer de profession. Nous avons plus ou moins une vingtaine de pourcents, voire 30% dans certains lieux, de personnes qui ont une fonction de responsabilité, des managers, des dirigeants, des cadres à l'intérieur d'une entreprise, et qui souhaitent intégrer dans leur rôle, dans leur mission, la posture de coach. Et puis nous avons aussi des personnes qui sont déjà dans l'accompagnement. Je pense à des assistants sociaux, à des psychologues, à des personnes qui travaillent dans l'humain, qui accompagnent donc l'humain. Ça représente une vingtaine de pourcents et c'est des personnes qui suivent cette formation aussi pour pouvoir développer des compétences et proposer des services différents. Ce qui est important dans l'idée de la reconversion, c'est qu'est-ce qui déclenche de façon globale, alors il y a toujours des contre-exemples, mais dans les 50% que j'ai cités, il y a globalement 80-90% des personnes qui démarrent une reconversion professionnelle par rapport à un déclencheur de sens. C'est-à-dire soit un événement, un licenciement, un burn-out, ou un manque de motivation à poursuivre le métier dans lequel une personne est active dans le présent. Souvent, ce sont les déclencheurs d'une reconversion professionnelle. C'est surtout trouver, développer une nouvelle direction, un nouveau métier qui est plus en adéquation, qui est plus aligné avec notre système de valeurs. Donc, cette reconversion est souvent, régulièrement, déclenchée par une forme d'insatisfaction du travail dans lequel une personne évolue au moment où elle prend cette décision, ou suite à un événement qui amène la personne finalement à remettre sa vie professionnelle en question et à chercher de nouvelles orientations. Dans mon parcours personnel, j'ai évoqué tout à l'heure que j'ai commencé comme chimiste
Et suite à la naissance de ma fille, qui a été dans un centre médical fermé pendant plusieurs années pour des problèmes de santé graves, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de commencer dans le centre où ma fille était hospitalisée comme éducateur. Et c'était une période complètement folle pour moi, dans le sens où pendant 6 ans, j'ai travaillé dans l'industrie, où la production était quelque chose d'important, les résultats étaient essentiels. On était d'ailleurs dans un système de méritocratie au travers des résultats qu'on fournissait. Et rapidement, je vais dire pratiquement du jour au lendemain, je me suis retrouvé entouré de jeunes entre 16 et 18 ans avec des problèmes de santé graves, tels que la mucoviscidose ou d'autres soucis de santé qui nécessitaient une hospitalisation. Et mes journées consistaient à être à l'écoute de ces jeunes dans leurs difficultés, à l'écoute des difficultés qui sont liées à la maladie, et je n'avais pas la sensation de travailler. J'avais vraiment pas la sensation de travailler. Mon travail consistait à être présent pour eux, à les accompagner dans leurs difficultés, à les motiver dans les moments difficiles. Et voilà, ça a été pour moi une révélation, parce que, contrairement à ce que j'avais pu vivre dans l'industrie, je n'avais plus la sensation de travailler. C'était devenu une passion. De fil en aiguille, j'ai repris, on va dire, le chemin des formations et des écoles pour me perfectionner, pour accumuler, on va dire, des connaissances nécessaires pour accompagner l'humain. Et j'ai étendu ma palette de services aux adultes, mais plus dans un contexte thérapeutique. C'est-à-dire que ma carrière d'accompagnant a commencé plutôt dans une sphère psychothérapeutique que dans une sphère de coaching. Le coaching n'était pas encore réellement quelque chose de très connu à l'époque. Et quand le coaching est apparu et que je me suis formé au coaching, j'ai pu constater que la psychothérapie et le coaching avaient une dynamique. On est dans les deux cas dans l'accompagnement, mais avait une dynamique complètement différente. Et dans celle du coaching, on partait du principe de la responsabilisation de la personne qu'on accompagne et de la présupposition que les ressources se trouvent chez notre client. Et cette dynamique m'a fasciné. En plus, elle me permettait d'explorer d'autres contextes, à savoir le contexte de l'accompagnement dans l'entreprise, le contexte de l'accompagnement par rapport à des sujets professionnels. Et j'ai décidé à ce moment-là de développer le coaching et petit à petit de démarrer moi-même une formation qui permettait aux personnes de se former au coaching. Alors la notion est parfois très déstabilisante quand je l'évoque à des participants qui suivent la formation. Mais elle se résume en une phrase, c'est d'être ouvert à l'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand je démarre un coaching ou une séance de coaching avec une personne, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas une boule de cristal et soyons clairs, on peut avoir appris une grande quantité de modèles ou d'outils. La complexité humaine est telle que nous avons à notre disposition en tant que coach des points de repère, mais uniquement des points de repère. Et ce qui est passionnant, c'est que, en fait, en fonction des situations, en fonction des sujets, en fonction des personnes, à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Donc, je suis une personne qui n'aime pas avoir un travail routinier. Je préfère être, on va dire, connecté à ce qui se passe dans l'instant. Et dans ce métier, ça a été la grande surprise. Parce qu'à chacune des séances, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure dans laquelle, finalement, je me retrouve face à des individus, des femmes, des hommes différents, des sujets différents, avec cette surprise de voir une personne progresser, commencer, en tout cas transiter d'une période où elle se retrouvait dans une forme d'immobilité, quelque chose qui la coinçait, qui la bloquait, et de pouvoir constater avec elle qu'elle se remet en mouvement, qu'elle remet des actions et qu'elle se rapproche, qu'elle va dans la direction qu'elle souhaite par rapport à des projets, par rapport à des objectifs qu'elle souhaite accomplir. Donc, si je reformule en une phrase, ce qui est passionnant dans ce travail, c'est que c'est jamais pareil. On est toujours confronté à des surprises, à rentrer
dans un univers différent à chaque client et d'être dans cette dynamique de contribution, parce que le coach ne trouve pas la solution à la place du client, mais en tout cas, il est dans une dynamique où il contribue et permet au client de faire émerger de nouvelles solutions, et quelque chose de complètement fascinant et motivant. Et y a-t-il un décalage entre les attentes et la réalité quand on s'engage dans le métier de coach? La réponse est oui. Et le décalage est à plusieurs niveaux. D'abord, beaucoup de personnes, finalement, font référence, quand on parle de coaching, à ce qu'on pourrait définir comme du coaching médiatique. Aujourd'hui, on a du coaching à toutes les sauces, à savoir, il suffit d'ouvrir sa télévision et d'observer certains programmes. Il y a des coachs en cuisine, des coachs en décoration, des coachs ci, des coachs là. Donc, ce qu'on peut voir au travers des médias est plutôt on va dire une adaptation du vocabulaire par rapport à un métier de consultant ou un métier de conseil. Le coaching n'est pas un métier de conseil et le premier décalage qu'une personne peut avoir, c'est cette différence entre le coaching tel que les fédérations de coaching définissent le métier et ce qu'on peut voir dans les médias. Ce sont deux choses complètement différentes. On est dans une logique où finalement en coaching, on ne conseille pas le client, mais on amène le client à trouver ses solutions et à mettre en pratique ses solutions. Le deuxième décalage, c'est les attentes qu'on peut avoir par rapport, par exemple, aux aspects financiers. Donc, dans une reconversion professionnelle, le métier de coach peut se diviser on va dire, en deux grandes catégories actuellement, avec une catégorie qui se développe de plus en plus, c'est coach externe ou coach interne. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui investissent dans le développement de coachs internes à l'intérieur de leur structure. Donc ce sont des personnes qui vont consacrer un pourcentage fluctuant d'une entreprise à l'autre de leur temps à accompagner d'autres personnes à l'intérieur d'une entreprise. Là, en termes de salaire, c'est le salaire que propose l'entreprise par rapport à une fonction déterminée. Maintenant, si on est coach indépendant et qu'on propose ces services, il faut bien comprendre que du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir suffisamment de clients potentiellement pour pouvoir avoir le même train de vie ou un train de vie qui correspond à vos attentes. Donc, cette transition professionnelle a besoin de temps et est liée aux individus, donc le temps n'est pas pareil, tout dépend des démarches qu'une personne va mettre en place pour avoir de la visibilité, se faire connaître, intégrer des réseaux de coachs existants, intégrer des bureaux qui proposent des services de coaching en tant que freelance à l'intérieur d'une structure. Donc, aujourd'hui, parce que toutes les personnes, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui entament la formation, ne sont pas forcément dans la démarche d'en faire un métier. Une personne sur deux, oui. Pour les personnes concernées, en tout cas par rapport à ces chiffres, je peux parler de la Belgique, il y a globalement 70% des personnes qui avaient l'intention d'être dans une reconversion professionnelle qui aujourd'hui ont une activité professionnelle suffisante pour avoir en termes de salaire, on va dire, ce qu'il faut pour vivre normalement. Mais le temps que ça prend, il faut quand même, on va dire, compter une bonne année, voire 2 ans, avant d'avoir suffisamment de clients pour pouvoir en vivre. Et là aussi, l'attente, c'est quelles sont mes attentes financières par rapport à ce métier. Il faut bien comprendre que le life coaching et le coaching en entreprise, par exemple, ont des tarifs différents et que si on travaille en entreprise, on va facturer ces heures de coaching avec une rémunération plus importante, mais que statistiquement, on aura aussi moins d'heures en comparaison avec le life coaching. Donc, c'est un métier qui, une fois que la formation est terminée et qu'on commence réellement à exercer, où il faudra quand même un certain temps, fonction de ce que la personne va mettre en œuvre en termes de visibilité et les aspects commerciaux, pour pouvoir justement, on va dire, satisfaire des besoins exprimés par la personne. La première chose qui me semble importante, c'est qu'une formation de coach vous donne au terme d'un certain nombre de jours, on va dire,
un certain nombre de compétences qui vous permettent de démarrer, d'exercer ce métier sans vous mettre en danger et sans mettre en danger les personnes que vous accompagnez. Donc ça, c'est l'essentiel. Mais soyons clairs, c'est un métier dont la formation continue est un aspect important. En d'autres termes, pour rester à la page, pour rester, on va dire, éclairé sur les nouvelles méthodes, les nouvelles approches qui se développent, il est important de s'inscrire dans une logique de formation continue. D'ailleurs, la fédération ICF demande que chaque personne accréditée renouvelle, on va dire, tous les 3 ans, au moins 40 heures de formation continue en 3 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être à l'écoute de la demande du marché. Je vais vous donner un exemple concret. C'est que pendant des années, dans le monde de l'entreprise, la croyance ou les convictions qui circulaient, c'est que pour obtenir du résultat, il est important de mettre les personnes en compétition et que c'est la compétition qui génère le résultat. On est en train de vivre un changement de paradigme par rapport à cette conviction. Et aujourd'hui, ce qui émerge de plus en plus, et surtout dans les pays nordiques, c'est que le résultat pour une entreprise ou une organisation est toujours essentiel, mais qu'on souhaite changer les moyens d'obtenir ces résultats. Et les moyens aujourd'hui qui sont le plus souvent évoqués, c'est la collaboration, la coopération entre les individus, c'est amener finalement du collectif à l'intérieur d'une structure à des fins de résultats. Donc, quand un coach est au courant et à l'écoute de ce qui se passe sur le marché, des changements, il va évidemment orienter ses services aussi par rapport à la demande. C'est toujours une question, même dans ce métier-là, de l'offre et de la demande. Donc, aujourd'hui, je pense que rester à la page passe par 2 éléments essentiels. Le premier, c'est la formation continue et la supervision pour certains coachs. Et le deuxième élément important, c'est d'être à l'écoute, de voir ce qui circule dans les demandes, dans les appels d'offres, et finalement de s'adapter par rapport à ces demandes pour pouvoir apparaître potentiellement comme quelqu'un de crédible dans le métier. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'offres de formation de coach. Et ce n'est pas forcément toujours très clair de pouvoir s'orienter dans ces différentes offres. En plus, pour certaines raisons qui ne m'apparaissent pas toujours comme évidentes, tout ce qui est lié à la certification et aux obligations de qualification nécessaires pour la certification sont parfois très mal expliquées au travers de ce qu'on peut voir sur certains supports, c'est-à-dire des sites internet de différentes formations de coach, etc. Donc moi, ce qui m'a manqué au départ, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur que faut-il faire, quelles sont les conditions et à quoi correspondent ces conditions pour pouvoir exercer le métier de coach. Donc ça, je pense que, et c'est un peu les valeurs du Collège Roman, dans lequel je m'inscris aussi par rapport à Coaching Ways, c'est une transparence et une clarté de communication par rapport à ce qui est nécessaire et ce qui est utile pour pouvoir exercer ce métier. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, au départ, m'a manqué. Ce qui peut également un peu manquer, parce que ça fait que rarement l'objet d'un contenu dans une formation, c'est comment ensuite se lancer. C'est-à-dire, quelles sont les démarches? Est-ce que finalement les personnes qui nous forment, qui nous accompagnent à acquérir des compétences de coach, vont également être d'une certaine façon un support pour nous aider par la suite? Donc moi, dans mon cas, j'ai fait ma formation en France il y a plus de 25 ans. Et une fois que la formation était terminée, nous sommes livrés à nous-mêmes et à nous de nous débrouiller finalement pour avoir une place ou se faire une place dans le marché de coach. Donc j'aurais bien, moi, souhaité qu'on m'accompagne dans une reconversion professionnelle pour faciliter, on va dire, les démarches d'installation du coach. Par rapport au contenu et par rapport au métier lui-même, j'ai pas la sensation d'avoir manqué de quelque chose. Et aujourd'hui, je continue à m'inscrire dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on en apprend tous les jours. Donc,
la formation continue, la curiosité par rapport à l'acquisition de nouveaux outils, de nouveaux modèles, est quelque chose qui est relativement facilement accessible et qui permet également d'évoluer dans le métier. Pour moi, une qualité essentielle, c'est d'avoir quand même confiance en l'humain, c'est-à-dire reconnaître que chaque humain, même si à certains moments, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont inadmissibles ou inacceptables, mais que dans la majorité des humains, il y a un potentiel et des ressources, et de faire confiance à ces ressources. Je pense que ça, c'est une première qualité. Si on n'aime pas l'humain, si on n'aime pas la communication, si on n'aime pas le rapport humain, je pense qu'il est, voilà, il n'est pas adéquat d'entamer un parcours dans ce métier-là. Deuxième qualité, c'est la curiosité. Souvent, on a appris au travers de l'enfance, en tout cas en ce qui me concerne, j'entendais souvent mes parents me dire « la curiosité est un vilain défaut ». Eh bien, c'est une erreur. La curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une belle qualité. Évidemment, bien souvent, la curiosité peut être interprétée comme intrusive. C'est-à-dire, je suis curieux et je rentre dans la bulle d'intimité d'une autre personne. Mais il faut bien comprendre que dans le coaching, on n'est pas dans cette dynamique intrusive. D'une part, c'est le client qui font la demande, et puis, élément important dans les compétences de coach, le coach se doit de toujours accepter et respecter les limites du client. Donc, si le client n'a pas envie d'aller à certains endroits, le coach n'a qu'une chose à faire, c'est accepter la décision du client. Donc, on n'est jamais dans ce qu'on peut considérer comme une intrusion, puisqu'on demande toujours l'autorisation au client d'explorer telle ou telle chose avec lui ou avec elle. Donc, je pense que la curiosité saine est vraiment une superbe qualité. Et quand j'évoquais tout à l'heure ce qui me motive dans ce métier, je pense que je suis un curieux de nature, curieux de la vie, curieux de beaucoup de choses, et que ce métier permet aussi finalement, voilà, de prendre conscience, de m'aider moi, au travers de ce que les autres évoquent par rapport à leurs difficultés, à me reconnaître et à pouvoir, moi également, dans ce métier, être plus clair sur mon propre fonctionnement, plus serein, plus aligné, plus congruent par rapport à des valeurs que j'estime importantes. Donc, au-delà de ça, l'écoute est évidemment une qualité importante, l'empathie est une qualité importante, mais je pense que aujourd'hui, la qualité la plus importante, les deux qualités les plus importantes sont d'une part avoir confiance au potentiel humain et d'autre part avoir une curiosité saine, sans jugement de la personne qui est en face de nous. La première chose à faire, c'est s'informer sur les parcours qui existent, sur la dynamique, sur ce qui compose le contenu et la forme d'un programme. C'est important. On est dans le collège roman dans une logique où on préfère des gens qui ont conscience de ce qu'on leur propose avant de s'inscrire, plutôt que d'essayer d'attirer à tout prix une personne pour s'inscrire. Donc voilà, on se retrouve alors face à des participants qui ont une vision claire de ce qu'on leur propose, et on ne risque pas d'avoir des personnes qui, au bout de 2-3 jours, se disent « mais qu'est-ce que je fais ici ?» Donc ça, c'est une notion importante. Donc s'informer, avoir un maximum d'informations sur les processus de certification, la reconnaissance du métier, etc., d'aller voir dans plusieurs instituts ou plusieurs écoles comment ça fonctionne, de choisir en fonction, et puis aussi de bien prendre conscience que, bon, une formation en moyenne, c'est 1 année, que pendant cette année, il y a un engagement attendu. Cet engagement est un engagement de travail, c'est le principe même du coaching. Le coach et le client sont dans une co-responsabilité. Le coach est responsable des moyens, et le client est responsable des résultats. Il en va de même quand on entame une formation. Donc on demande un engagement, c'est-à-dire pratiquer. C'est un métier qui s'apprend au-delà des concepts par la pratique. Et au plus on pratique, au plus ce métier va devenir une évidence pour les personnes qui souhaitent l'exercer. Et c'est de prévoir après la formation, on va dire,
un temps de transition pour pouvoir progressivement développer sa clientèle, développer ses services, développer sa cible, afin, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne année, voire 2 ans, pouvoir en vivre en exerçant un métier passionnant et en permettant, on va dire, de répondre aux besoins de la vie normale en même temps. Ce que j'ai appris au travers de ma carrière, et ce que j'ai appris, vous savez, il y a apprendre au niveau cognitif, mais quand on apprend quelque chose au niveau intellectuel ou qu'on comprend quelque chose au niveau intellectuel, c'est pas parce qu'on le comprend à ce niveau-là qu'on l'intègre. L'intégrer, ça veut dire le vivre, l'incarner dans ses comportements. Donc, on peut très bien comprendre que le monde est complexe et que pour vivre de façon plus adéquate et de façon plus alignée dans ce monde, c'est d'accepter de ne pas pouvoir le contrôler, d'être ouvert justement à cet inconnu, à ne pas savoir. Mais dans la réalité, entre le comprendre et le vivre, il y a une grande différence. Et ce que le métier m'a appris au travers du temps, ça m'a appris à intégrer cette notion-là. Au-delà de la compréhension de comprendre, aujourd'hui c'est un terme que souvent les personnes utilisent, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Mais sur 10 personnes que je rencontre, 8 me disent oui, il faut lâcher prise, il faudrait que je lâche prise. Donc, toutes ces personnes comprennent cette notion, c'est au plus je contrôle, au plus je m'épuise, au plus je contrôle, au plus ma vie devient un enfer. Et pourtant, c'est paradoxal, c'est de ce contrôle dont j'ai besoin pour être en sécurité. Parce que moi, le métier m'a appris, c'est que je n'ai pas besoin de contrôler pour me sentir en sécurité. Je peux tout simplement être qui je suis aujourd'hui en m'adaptant au mieux à tout ce qui se passe autour de moi. Donc ça, c'est une fameuse prise de conscience qu'on retrouve d'ailleurs dans une des compétences coach, mais qui est très difficile à incarner. On appelle ça de la présence, une sorte de awareness, de conscience. C'est je suis conscient que je ne contrôle pas tout et que je peux vivre, on va dire, tout en acceptant, en m'adaptant à ce qui est en train de survenir, tout en restant congruent et aligné par rapport à des valeurs importantes.